Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Cédric Fuentes et Julien Rosa. À la réalisation Marie Placé, prise de son Guillaume Ledu. Entendez-vous l'écho par Maïlis Bessery. Dernier jour de notre semaine consacré Bac oblige à réviser et à revisiter de grandes notions d'économie et de sociologie. Cette semaine, nous avons évoqué les mécanismes qui régissent l'organisation sociale des groupes et de l'activité économique. Une activité qui, depuis la révolution industrielle et l'avènement du capitalisme, a érigé en dogme la recherche de la croissance économique. Celle-ci, particulièrement soutenue au cours des Trente Glorieuses, a été associée à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pourtant, la croissance ne s'est pas faite sans produire d'inégalités et de dégâts environnementaux. Des questions plus qu'intriquées, puisqu'elles pointent les limites d'un système de production et de consommation intensif. Ainsi, la notion de développement durable s'est-elle progressivement imposée comme un enjeu fondamental pour l'humanité, posant la question d'une conciliation possible entre croissance et préservation de l'environnement. Il est 14 h sur France Culture, on est en public du Studio 106 et les lycéens sont parmi nous. Et c'est en tentant de retrouver notre âme de bachelier que nous terminons notre semaine en parlant d'économie du développement durable en compagnie de Muriel Cesbron, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Rodin à Paris, et d'Arnaud Gantier, vidéaste sur YouTube, créateur de la chaîne Stupid Economics, tout un programme. Bonjour à tous les deux. À 14 h 50, vous retrouverez les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Bonjour à tous les lycéens et bonjour à tous. L'homme de civilisation industrielle a pris possession de la totalité du globe. Tous les phénomènes auxquels l'homme est mêlé se déroulent à une vitesse accélérée et à un rythme qui les rend presque incontrôlables. L'homme se trouve aux prises avec des problèmes économiques insurmontables, dont la sous-alimentation chronique d'une partie des populations n'est que le plus évident. Mais il y a bien plus sérieux encore. L'homme moderne dilapide d'un cœur léger les ressources non renouvelables, combustibles naturels et minéraux, ce qui risque de provoquer la ruine de la civilisation actuelle. Les ressources renouvelables, celles que nous tirons du monde vivant, sont gaspillées avec une prodigalité déconcertante, ce qui est encore plus grave car cela peut provoquer l'extermination de la race humaine elle-même. L'homme peut se passer de tout, sauf de manger. Il manifeste une confiance absolue dans les techniques mises au point dans les temps récents, et cela l'incite à manifester un véritable culte à l'égard de la technique qu'il croit dorénavant capable de résoudre tous ses problèmes sans le secours du milieu dans lequel sont apparus nos lointains ancêtres. Beaucoup de nos contemporains estiment de ce fait qu'ils sont en droit de couper les ponts avec le passé. Toutes les lois qui présidaient jusqu'à présent au rapport de l'homme avec son milieu paraissent désuètes, et le vieux pacte qui unissait l'homme à la nature a été brisé. Loin de nous l'idée de nier les progrès techniques ou de préconiser un retour en arrière. Nous ne voulons pas jouer les Cassandres, mais chacun d'entre nous a parfois eu l'impression d'avoir pris place dans un train emballé, dont il ne pouvait plus descendre et dont la destination lui était inconnue. C'était un texte de Jean Dorst, Avant que nature meure. C'est un texte de 1965 lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Et Muriel Cesbron, on est surpris de voir en 1965 à quel point le débat est déjà complètement posé, à savoir la question des ressources et la critique de la croissance qui était encore largement minoritaire. Oui, moi je suis étonné d'entendre ce texte qui date effectivement de 1965, à croire que Jean Dorst a prévu effectivement le chapitre et le programme, puisqu'il met vraiment tout ce qui est dit dans ce chapitre, qui est nouveau dans le programme de SES, puisqu'il date que de 5 ans. Et qui pose, entendre ça en 1965 alors que c'est complètement d'actualité, puisqu'il pose le problème des ressources, le problème de l'environnement et effectivement ce sacro-sainte croissance liée au progrès technique qui va résoudre effectivement tous les problèmes actuels. Donc c'est effectivement... je trouve que c'est surprenant d'avoir ce texte en 1965 et que ça n'arrive chez nous qu'en 2018, que la prise de conscience des limites qui sont déjà pour certaines là soit aussi
tardive. Alors longtemps, l'écologie était confinée à une part restreinte du champ politique, peu représentée. Bien sûr, il y avait l'écologie radicale, il y a eu quelques courants, mais ça a été très très long de faire émerger cette problématique. Et pourtant, on a pu voir dans cette émission notamment que l'écologie était peut-être l'une des questions centrales de l'économie actuelle et qu'elle n'était pas, comme le disait la tradition économique, nécessairement séparée de la question sociale ou de la question économique. Alors aujourd'hui, on prend en compte effectivement, mais c'est relativement récent, puisque c'est à partir de la notion de développement durable du rapport Brundtland qu'on prend effectivement la dimension écologique avec la dimension économique, avec la dimension sociale. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Mais comme vous l'avez dit dans les émissions précédentes, puisque ce chapitre fait partie d'un programme, c'est que pendant longtemps, on a cru que si on cherchait la croissance à tout prix, le bien-être de la population allait arriver, donc que le progrès social ne suivrait que le progrès économique. Donc, continuant effectivement la croissance économique jusqu'au bout. De toute manière, il y a le progrès technique, vous en avez parlé avec la croissance endogène, etc. Donc, le progrès social, il allait venir. Donc, il y a eu vraiment des prises de conscience avec effectivement des effets sur la croissance économique, de la croissance économique sur l'environnement qui sont avérés. On le voit bien, le constat, c'est... Mais les 30 Glorieuses, tout le monde espérait que les 30 Glorieuses allaient continuer. Donc, la prise de conscience, elle a été... très tardive. Alors c'est l'image, Arnaud Gantier, si on fait appel justement à la fiction, aux images que ça convoque, puisque on pense ici à divers médiums pour parler d'économie, c'est l'image de Robinson sur son île, c'est l'image de quiconque a l'impression d'avoir à disposition des ressources et des ressources qu'il pense infinies. Je pense que c'est ça qu'on retrouve justement dans le mythe de la croissance, cette recherche de la croissance à tout prix, surtout, c'était qu'on ne voyait pas les limites à ce moment-là. Dans les années 50, les limites étaient très peu visibles parce qu'il y avait toujours ce gain de biens matériels était plus fort en fait que la destruction qu'on pouvait peut-être voir déjà, mais les gains étaient encore plus forts. Donc là, c'est juste que je pense qu'on arrive à une forme de limite où on se rend compte, ah oui, mais là c'est peut-être la forêt de trop qu'on a commencé à détruire, ou c'est peut-être l'exploitation de trop, ou c'est l'air qui commence à être vraiment trop pollué. Et je pense que c'est vraiment ça qui a construit cette prise de conscience, en fait. C'est juste de se dire, là, peut-être qu'on va trop loin et qu'on ne gagne plus autant, en fait, en allant chercher une croissance toute matérielle sans faire attention, justement, à tous ces aspects environnementaux. Alors là, il y a d'abord, Muriel Cesbron, une question d'échelle. D'abord parce qu'il y avait peu de pays qui se sont développés au départ. La révolution industrielle, on l'a dit, elle a commencé d'abord en Occident, d'abord en Europe, en Grande-Bretagne, puis elle s'est étendue petit à petit. Donc tous les pays n'étaient pas au même niveau de développement. Il y a l'échelle entre pays, mais il y a aussi l'intensité avec laquelle on produisait selon les époques. Alors aujourd'hui, les choses se retourne petit à petit et on a le sentiment que l'écologie est au contraire la discipline, en tout cas l'enjeu, qui exerce la plus forte critique sur la croissance économique. Oui, parce qu'on a quand même deux grandes tendances, c'est-à-dire la croissance à tout prix. Mais est-ce qu'on peut effectivement avoir une croissance illimitée dans un monde avec une ressource limitée? Donc c'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Donc parce que l'environnement est quand même un bien spécifique, on commence effectivement à se poser des questions. Pourquoi il est aussi mise à mal par la croissance. Donc la problématique se pose aujourd'hui, mais je pense que c'est les dégradations qu'on voit effectivement partout qui commencent et que des écologistes, donc l'écologie politique qui s'est mise en place progressivement, qui a permis aussi de faire avancer ce constat, quoi. Alors tout a commencé par le constat des dégradations sur l'environnement, la biodiversité, du côté animal comme du côté végétal. On va écouter justement un grand scientifique, le mycologue Robert Heim. C'était dans l'heure de culture française sur la RTF le 1er février 1950. Nous avons vu comment la grande faune s'était amenuisée peu à peu depuis la venue de l'homme sur cette terre. Quand Livingstone parcourait l'Afrique équatoriale, d'immenses troupeaux d'hippopotames peuplaient fleuves et marécages. Lors de l'arrivée des pionniers en Amérique du Nord, la savane paraissait un fourmillement de taches sombres. Aujourd'hui, rien de ces spectacles ne subsiste, sauf en quelques rares régions refuges du monde. Et quelques groupements d'hommes de science
ont dû s'efforcer de sauver d'ultimes représentants de ces grandes faunes de mammifères en parquant leurs reliques dans des réserves. L'homme a détruit, par le fer, par le feu. Mais a-t-il suffi, par son action directe, par ses armes, à provoquer de tels carnages? Non. L'extinction de tant d'espèces et de tant d'individus, animaux et végétaux provient plus encore de la transformation des lieux où ceux-ci vivaient. La rupture dans l'équilibre de la nature, j'y reviendrai, a causé la disparition de l'arène où se jouait la vie même des êtres sauvages, la destruction de ce qu'on appelle l'habitat a causé tout naturellement celle des animaux et des plantes qui s'y trouvaient rassemblés. Alors ce que nous dit Roger M, c'est justement cette prise de conscience, d'abord cette prise de conscience de ce que sont les ressources. Comment est-ce qu'on les définit, ces ressources, Muriel Cesbron? Pardon? Les ressources, il nous explique ce que sont les ressources animales aussi. Toutes ces ressources, puisqu'on a effectivement, la croissance économique a entraîné de nombreuses limites écologiques, puisqu'on a surexploité des ressources, on a dégradé des ressources naturelles, il y a effectivement, comme on vient de l'entendre, donc l'érosion de la biodiversité, mais après avec la déforestation, la pollution, les effets, les gaz à effet de serre, il y a le réchauffement climatique, donc tous ces constats, effectivement, alors peut-être que la biodiversité a moins d'impact, les gens sont moins sensibles qu'à des grands drames humains qui peuvent arriver, ou ce qu'on appelle quand même aujourd'hui les migrations climatiques ou des famines. La biodiversité est peut-être moins sensible, mais quand on va y revenir par la suite, mais quand on voit quand même le problème des abeilles qui pose énormément de problèmes, donc si on s'intéresse un tout petit peu à ça, ça fait... On sait à peu près que si on a un tiers des abeilles en moins, il va y avoir 80% de plantes qui ne vont pas être pollinisées. Et donc, ça pose un problème réel dans notre vie quotidienne. Ça va être l'alimentation, par exemple. Donc, il y a effectivement un véritable problème qui est posé. Arnaud Gantier, on entend que justement, à travers cette question animale qui est posée, il y a comme une sorte de confusion, puisqu'en économie, longtemps, on a pensé que ces questions-là étaient des externalités négatives. C'était le terme consacré. Désormais, il y a une nécessité de définir précisément ce que sont les ressources et ce que sont les nuisances et éventuellement de les évaluer. Mais je pense que justement dans l'extrait, comme vous disiez, l'externalité négative dans le cas des grands singes, par exemple, elle n'est pas énorme en termes économiques. Enfin, c'est pas quelque chose qui va avoir une conséquence quotidienne dans la vie d'une communauté ou du moins, c'est assez limité. Mais effectivement, quand on parle d'abeilles, quand on parle... dans le cas des abeilles, c'est intéressant parce que, et vous parliez d'externalité, là, on est clairement dans une externalité positive. Donc, je vais d'abord parler des externalités positives. C'est qu'en fait, les abeilles, un apiculteur, par exemple, qui va cultiver, enfin, va produire du miel, va avoir des abeilles qui vont polliniser d'autres, les champs aux alentours. Et donc ça a un service économique, en fait. Cette pollinisation permet aux autres agriculteurs à côté d'avoir une activité économique qui est fournie gratuitement, en fait, par l'apiculteur. Et si ça s'arrête, il y a un problème quelque part. Enfin, je veux dire, c'est un service, mais qui n'est pas récompensé par... aucun agriculteur ne va payer l'apiculteur pour ce service. Alors ça marche dans le sens positif, ça marche dans le sens négatif aussi, Muriel Cesbron. Ça veut dire que tout un pan de ce qui se passe dans l'économie n'a jusque-là pas été réellement considéré comme faisant partie de ces activités économiques. Donc on parlait des externalités négatives. Lorsqu'on fait le constat, par exemple, qu'un certain nombre d'activités industrielles ont des émissions de CO2 importantes ou dégradent des environnements naturels, des forêts, etc. Pour l'instant, on ne fait payer ou de manière très marginale les choses à personne. Alors c'est comme si les coûts n'existent pas. Or, les coûts commencent à être évalués. On parle aussi d'un capital, un capital naturel. D'un capital naturel. Donc, effectivement, ces coûts n'étaient pas évalués. On parle souvent de défaillance du marché, puisqu'on dit souvent, effectivement, que les coûts sont liés au marché. Et là, le cas des externalités négatives, c'est justement que ces coûts ne sont pas évalués par le marché. Donc, aujourd'hui,
effectivement tous ces effets, donc ceux qui sont effectivement une entreprise qui pollue va pas être effectivement ne va pas payer d'indemnité par exemple parce qu'elle pollue. Donc qu'est-ce qui va l'inciter à dépolluer? Donc le problème de la pollution, le problème de l'environnement, c'est effectivement ça, c'est qu'il y a des externalités négatives. Alors, qui ont pu entraîner d'ailleurs le fait que ça ne soit pas payé, une augmentation des dégradations, puisque effectivement il y avait la possibilité, en puisant dans ces ressources, malgré le fait qu'elles soient limitées, de faire un profit et sans avoir de contrepartie. Aucune contrepartie. Donc c'est un peu ça, effectivement, donc dans l'économie standard, quoi, qu'il y a des défaillances effectivement du marché, puisque là c'est absolument pas pris en compte. Donc on peut se dire que ça a effectivement entraîné une pollution supplémentaire, puisque une entreprise, si je prends un exemple, une entreprise qui va rejeter effectivement donc des substances polluantes dans une rivière et que le fermier à côté en a besoin pour, je sais pas moi, faire boire ses vaches, l'entreprise polluante n'a aucun dédommagement à faire au fermier. Donc pourquoi, quoi? Donc il n'est pas du tout à inciter effectivement à baisser sa pollution, puisque ça ne rentre pas en compte dans ses coûts de production. Donc ces coûts qu'on appelle des coûts privés, donc ne sont pas du tout impactés, alors qu'il y a ce qu'on appelle des coûts sociaux, donc pour tous les usagers, si je reprends mon exemple de la rivière. Donc ces externalités négatives sont importantes. Donc il y a aujourd'hui effectivement... On essaye d'évaluer donc ce capital naturel. Alors le capital naturel, il faudrait peut-être le définir. Donc ce capital naturel, à côté d'autres capitaux qui vont effectivement donc un ensemble de capitaux qui mesurent un peu le bien-être d'une population, dont le capital naturel qui en fait partie. Et le capital naturel, ça regroupe effectivement toutes les ressources naturelles que l'homme a à sa disposition, qu'il ne fournit pas, mais qu'il peut utiliser. Mais le problème, c'est qu'il y a l'eau, la forêt, la pêche, les abeilles, etc. Donc, comment évaluer effectivement ce capital naturel? Alors, s'il y a certaines ressources qui sont évaluables, et encore, c'est des pronostics. Si on prend effectivement combien il y a de tonnes de pétrole qui nous restent, etc. Mais si je prends, moi, je ne sais pas, la forêt, comment évaluer ce capital naturel qui fait partie de notre bien-être? Parce qu'on peut le calculer, bah oui, on a tant d'hectares de forêt, donc on peut avoir tant de bois pour faire tant d'objets, mais le bien-être, le plaisir d'aller en forêt, l'atmosphère, etc., c'est un capital qui est difficilement, effectivement, évaluable, alors que les autres capitaux, bon, on peut se poser la même question, mais un capital physique, c'est tous les biens de production, c'est beaucoup plus évaluable d'un point de vue monétaire. Il y a un capital humain qui est aussi un peu plus évaluable par rapport effectivement donc au niveau de diplôme, mais le capital naturel pose question. Bon, alors c'est vrai que il y a certains courants économiques qui essayent de l'évaluer, mais ça reste effectivement une évaluation monétaire sur le long terme reste compliqué. Alors c'est en réalité quand il y a commencé à y avoir, alors on reprend l'image de Robinson dans son île, une rareté de certaines ressources, quand on s'est rendu compte soit que certaines ressources étaient finalement non renouvelables, soit renouvelables à un rythme qui était plus lent, le rythme naturel, plus lent que celui de l'industrie qui produisait avec justement ces biens-là. Alors là, on s'est rendu compte qu'il fallait d'une certaine manière protéger et donc évaluer, même politiquement. Évaluer de base, quand on a une ressource justement qu'on voit qui est rare, ça veut dire qu'à un moment il va falloir se décider comment est-ce qu'on va allouer cette ressource, comment est-ce qu'on va la partager, et si on la partage trop, on va dire, si on l'utilise trop, ça veut dire qu'on va avoir besoin de savoir combien on en a et combien on peut en utiliser. Donc il y a forcément besoin d'évaluer quelque chose quelque part. Après, c'est dans ce partage qu'il peut y avoir des problèmes. Par exemple, typiquement, dans les ressources des nappes phréatiques. Donc il y avait le cas en Californie avec des nappes phréatiques qui sont utilisées pour l'agriculture. Donc chaque agriculteur a intérêt à puiser de l'eau dans ces nappes phréatiques. Le problème, c'est que si tous les agriculteurs puisent dans la même nappe et qu'ils sont en compétition, en fait. Chacun a intérêt à produire plus que son voisin, enfin, ou a intérêt à produire le plus possible. Et donc là, on va avoir un problème justement de partage, en fait, où chacun va essayer de prendre le plus possible et on va arriver à avoir une ressource qui va ne pas être renouvelable, qui va s'épuiser. Et au final, tous les agriculteurs qui faisaient partie de qui allaient puiser dans cette nappe phréatique se retrouvent sans eau. Et donc là, il y a clairement un problème de savoir que cette ressource, d'abord, n'est pas renouvelable
si on la consomme à ce rythme-là, et comment est-ce qu'on organise le partage quand on trouve que c'est le cas. Alors Muriel Cesbron, ça repose sur une théorie qui existe déjà depuis un certain temps, qui est celle des communs, par exemple, qui est d'imaginer que certaines ressources, parce qu'elles sont indispensables, parce qu'elles appartiennent à tous, devraient échapper aux logiques du marché. Oui, alors je reviens, puisqu'on est en séance de révision, sur le bien commun, qui est donc un bien effectivement qui a deux caractéristiques en économique. Donc c'est un bien effectivement qui est non excluable ou non exclusif, hein, les deux termes ne s'opposent pas. Donc ça renvoie à la capacité effectivement à ce qu'on peut s'accaparer un bien en payant le prix. Donc si je reprends les nappes, effectivement, personne ne paye pour aller utiliser l'eau dans les nappes. Donc, on ne peut pas exclure quelqu'un, dans ce cas-là, par le prix. Mais c'est un bien qui s'appelle donc rival, qui est la deuxième caractéristique, qui est effectivement que la consommation de ce bien par un individu va donc limiter la consommation des autres, puisque si un individu va consommer trop ce bien, il en reste moins pour les autres, donc effectivement cette ressource va s'épuiser. Donc c'est tout ce qu'on appelle effectivement les biens communs en économie. Alors on va écouter Huguette Bourchadot, c'était la ministre de l'Environnement, invitée du Fil Rouge sur France Inter le 19 septembre 1984. Il y a dans le monde deux types d'atteintes par ce qu'on appelle les pluies acides. Dans des pays comme le Canada ou dans les pays de la Scandinavie, les lacs meurent les uns après les autres. Plusieurs milliers, dizaines de milliers même, disent les Canadiens, de lacs morts au Canada. Des centaines et des centaines de lacs morts en Scandinavie. En Europe, dans l'Europe centrale, si on veut, et tout particulièrement en Allemagne, ce sont les forêts qui meurent. À l'automne 82, 1/10 de la forêt allemande était morte par les pluies acides. À l'automne 83, c'était le tiers de la forêt allemande. On était passé de 500 000 hectares à 2 500 000 hectares, sur les 7 500 000 au total. Ça fait quand même beaucoup. En un an, ça s'est déclenché brusquement, et le tiers de la forêt allemande qui meurt. Rendez-vous compte de ce que ça représente pour un pays. Les Autrichiens, les Suisses tremblent, et chez nous, les Vosgiens et les Alsaciens aussi, parce que le sud du Donau est atteint par ce phénomène. Alors, est-ce qu'on va laisser des choses de ce genre se produire ? Alors on entend justement cet exemple de l'eau qui est un excellent exemple pour comprendre ce qu'il se passe autour des enjeux, à la fois du bien commun, l'eau étant un excellent exemple de bien commun et de nécessité pour tous, et en même temps des conséquences de l'industrie, de l'utilisation des véhicules automobiles, ce qui correspond aussi à cette période de 30 glorieuses et de consommation, et des conséquences que ça a pu avoir sur l'eau, bien indispensable, et qui se retrouve à toutes les étapes des nappes phréatiques et autres. Oui, alors là, les pluies acides, effectivement, sur les forêts allemandes, grosse une, effectivement, dans les années 80, ça me revient. Donc là, c'est exemple typique de ce qu'on appelait les externalités négatives tout à l'heure, en disant effectivement que ces entreprises qui polluent donc entraînent effectivement donc un problème d'acidité donc dans l'air, et on a donc le problème de l'eau. Et toujours pareil, l'eau est un bien commun. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qui va décider effectivement de protéger l'eau ? Alors est-ce qu'on a des pistes ? On a des pistes sur l'utilisation justement de ces ressources ? On a, c'est toujours, comme c'est un bien commun, il y a aussi la tragédie des biens communs qui avait été mise en avant. Donc, que faire lorsque un bien commun donc, a tendance à être surexploité, puisque les bénéfices sont privés pour chacun qui utilise ce bien, mais les coûts donc, sont collectifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait effectivement par rapport à ces biens ? Donc, il y a plusieurs effectivement possibilités. Que l'État intervienne. Pour contraignent, interdisent, taxes. Voilà, donc qu'il y ait des réglementations, que l'accès à, je sais pas moi, à cette source d'eau soit effectivement donc réglementé. Est-ce qu'il faut taxer ? Donc il y a différents instruments que l'État effectivement peut mettre en place. Il y a l'exemple aussi d'Elinor Ostrom, qui était la seule femme à ce jour prix Nobel d'économie, qui avait proposé de confier au niveau local la gestion de l'eau à une communauté. Voilà, donc ça c'est intéressant, ça se passe justement en Californie sur les ressources en eau. C'était exactement ce que je décrivais avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a trouvé que dans certaines situations, on pouvait éviter la tragédie des communs. Donc la tragédie des communs, c'est juste de se dire, quand il y a une ressource comme... qu'il y a un bien commun,
que ce soit à la rigueur l'eau, l'air ou autre chose, on va tellement vouloir soit l'utiliser ou soit polluer dedans qu'au final, tout le monde va perdre. Et on ne peut rien faire, il n'y a rien à faire. Sauf si le gouvernement arrive ou sauf si on met des prix dessus. Ce que Elinor Ostrom a pu démontrer, en fait, c'est que si on a peu de gens qui sont dépendants en fait, de cette ressource, on va arriver, dans certaines conditions, à ce qu'ils se mettent d'accord, tout simplement, tous ensemble, et qu'ils arrivent en fait, à gérer cette ressource sans qu'il y ait besoin d'un gouvernement au-dessus qui va leur taper dessus s'ils ne font pas exactement, enfin s'ils consomment trop ou s'ils consomment mal. Donc voilà, ça c'était un cas intéressant. Ce serait bien l'idée d'échapper au marché, alors de placer un bien hors du marché tel qu'on le connaît dans une économie capitaliste. C'est ça l'idée, mais après voilà, encore une fois, elle le dit très bien, ça marche dans certaines conditions, et je pense qu'il faut, pour respecter un peu ce qu'elle dit, c'est justement de bien prendre ça en compte, quoi. Dans certaines conditions, avec peu de gens, sur certains types de ressources, ça marche. Alors vous, Arnaud Gantier, vous êtes intéressé effectivement de plusieurs manières à la question de l'eau. L'eau, c'est aussi la question de la population qui est autour. Lorsqu'il s'agit d'une eau polluée, par exemple, pour une eau stagnante, un lac, ça peut avoir des conséquences effectivement sur les populations autour qui n'ont plus accès. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Comment on organise le coût justement de la dépollution ou pour empêcher que ça ne s'aggrave? Il y a tout un tas d'hypothèses économiques qui permettraient de pouvoir taxer ceux qui polluent, en tout cas de les identifier, de remonter la chaîne. Ça, c'est une idée qui s'est développée justement avec le concept d'externalité. On s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut faire pour pour mettre un prix quelque part pour que polluer ne soit pas gratuit? C'est tout simplement ça en fait, parce que jusqu'à maintenant, je veux dire, il y avait des casses dans des lacs, on balançait, je veux dire, il suffit de regarder les images, je pense que c'était très actuel pendant longtemps, on balançait, on avait des décharges dans les lacs, on avait des décharges dans les rivières. Aujourd'hui, tout ça, ça a un coût, que ce soit une amende, et donc ça, c'est un peu mettre un coup sur une pollution, en fait. C'est juste une régulation qui dit non, ça, c'est pas possible. Un individu, s'il balance un sac plastique dans une rivière, on peut lui mettre une amende. Ça dépend où. Là, on vous opposera à la question des différentes régions du monde. C'est pas la même chose selon les pays, selon les législations. Il y a aussi des pays et des zones naturelles qui se retrouvent être la poubelle d'autres pays. Alors, certes, mais on va dire que c'est un moyen de faire. L'autre moyen, c'est justement de chercher à évaluer quelles seraient les conséquences économiques par exemple, d'une usine qui va polluer un lac. Parce que ça a plein de ramifications derrière. Ça veut dire que les gens qui ont une activité économique, donc tous les gens qui pêchaient dans ce lac, que ce soit pour du loisir ou de manière... avec une entreprise, ne peuvent plus le faire. Tous ceux qui avaient des activités de loisirs ne peuvent plus le faire. Et puis, il y a aussi, en termes de ressources, c'est quelque chose, un lac, il y a une ressource naturelle qui est difficile justement à chiffrer parce que ce lac existe. S'il n'existe pas, on sait qu'on perd quelque chose, mais qu'est-ce qu'on perd exactement? Combien on chiffre ça? Ça vaut combien un lac pour nous? Combien vaut le parc d'à côté de chez vous? Ça, c'est des questions qui sont difficiles à répondre, mais c'est ce que certains économistes essayent de faire en disant ce parc-là, il vaut 500 000 euros. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer à Muriel Cesbron la manière dont les économistes ont essayé d'intégrer la notion d'environnement à l'analyse économique? Alors, on a eu plusieurs termes qui sont apparus. Vous avez parlé du développement durable. Il y a eu aussi cette notion de croissance verte. La croissance verte, effectivement, mais là, effectivement, par rapport au développement durable, qui est quand même donc... nous, les générations actuelles, qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures? Donc, est-ce qu'on doit... donc, à partir de là, il y a plusieurs thèses. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur... On a plusieurs capitaux, effectivement, qui nous permettent donc, de satisfaire nos besoins. Quels capitaux on laisse aux générations futures pour qu'elles-mêmes... donc elles puissent assouvir leurs propres besoins. Donc ces différents capitaux, que je reprends, le capital humain, le capital physique, le capital naturel, il faut leur laisser pour effectivement qu'elles produisent au moins donc
autant de biens que nécessaire ou autant de biens qu'aujourd'hui. Et là, effectivement, il y a deux thèses qui s'opposent avec la croissance verte ou pas. Donc, est-ce qu'on laisse le stock de capital constant et donc s'il y a une dégradation du capital naturel, c'est pas grave. Il va être compensé par l'utilisation d'un autre capital, notamment le progrès technique. Alors ça, il faut peut-être expliquer. Muriel Cesbron, ça voudrait dire que finalement, on ne va pas renouveler stricto sensu ce qui se passe, mais on espère qu'il y aura assez de croissance économique pour que le bien-être soit à peu près équivalent. Voilà. C'est ça, la théorie. Et c'est toujours aussi avec l'idée, effectivement, que le progrès technique permet la croissance économique, donc le bien-être continu des générations futures. Et donc ce capital naturel, il n'est pas à préserver à tout prix, puisque s'il y a une perte, on va pouvoir effectivement compenser grâce à une innovation technologique, etc., la perte. Donc les recherches, donc là c'est vraiment fondé sur les recherches fondamentales qui vont permettre effectivement de compenser la perte du capital naturel. Si je reprends juste la biodiversité, on a perdu le saumon sauvage, on a du saumon d'élevage. On a perdu, il y a des sols qui s'appauvrissent faute d'eau ou d'eau, on va faire de la culture hors sol. Donc il y aura c'est une idée de substitution. Il y a une idée de substitution entre ces capitaux. Donc du moment que effectivement il y a un stock global qui va assurer le bien-être des générations futures, pourquoi préserver à tout prix le capital naturel ? Et l'autre idée qui complète ça, c'est aussi de décorréler la croissance avec l'utilisation de ressources et de ressources naturelles, quoi. Donc c'est en gros d'arriver à faire que la croissance, on va dire, tape moins dans les ressources, quoi, de faire que ce soit plus vert d'utiliser des éoliennes ou des panneaux solaires ou quelque chose. Mais trouver un moyen de faire que quand on consomme plus, ça ne veut pas dire qu'on va prélever plus sur la nature. Alors c'est l'idée d'avoir intégré dès le modèle de développement la notion de croissance et de croissance verte. Et ça, on va en parler après la musique. The blue skies go. Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. No, oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. No, radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho par Maïlys Bessery. Cette conférence n'est pas seulement une conférence d'experts scientifiques et techniques, mais surtout une conférence des représentants des gouvernements des Nations Unies qui doivent décider de quelle manière, par quels moyens, avec quelle organisation ils veulent empêcher notre société future de courir à sa perte
à la suite d'une croissance incontrôlée, d'une part, et d'une après-pauvreté de l'autre. Ce sont des décisions politiques qui doivent donc être prises. C'est pour cette raison que je regrette infiniment qu'on n'ait pas réussi à trouver les moyens que tous les États soient rassemblés ici. Parce que nous devons nous organiser en tant qu'humanité entière, aussi bien au niveau mondial qu'au niveau régional. Pouvons-nous à l'ouest, ou si vous voulez au nord, compte tenu du caractère fini de notre terre, dont les réserves de matières premières et d'énergie sont limitées, et qui surtout est limitée par les exigences de l'équilibre naturel, pouvons-nous poursuivre notre croissance économique, du moins suivant les orientations actuelles? La réponse à cette question pourrait bien être déterminante si l'on veut rendre la Terre vivable. Une archive du 28 juin 1972, c'était Sigmund Scholz, qui était président de la Communauté économique européenne en 1972, que l'on entendait à la première conférence mondiale des Nations Unies baptisée Une seule terre. On entend déjà cet enjeu qui émerge en 1972 et la question du développement durable. Alors comment est-ce qu'il va peu à peu émerger? Quelles vont être les grandes étapes de la construction du concept, Muriel Cesbron? Alors c'est vrai que dès 1972, donc effectivement, donc aux Nations Unies, il y a eu le premier texte Halte à la croissance avec le rapport Meadows, qui a effectivement tiré la sonnette d'alarme. Mais on est encore à la fin des 30 Glorieuses, donc la sonnette d'alarme, elle n'est pas vraiment entendue. Donc il a fallu attendre vraiment 1987 avec le rapport effectivement Brundtland qui a donc défini le développement durable. Petite parenthèse d'ailleurs, on a dit que la croissance avait pu être extrêmement gourmande en ressources et donc néfaste à l'environnement par ce biais-là. La période de chômage qui va suivre, à la fin des années 70, les chocs pétroliers, puis la période de croissance, de chômage des années 80, va avoir aussi un effet contre-productif sur ces questions-là. Pourquoi? Parce que le chômage va devenir la question la plus importante, la question sociale, et on va penser la question environnementale secondaire. Muriel Cesbron. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, on est encore à la fin des 30 Glorieuses. Il y a quand même le choc pétrolier qui va quand même poser le problème des ressources. Et en fait, la crise économique qui s'ensuit, la montée du chômage, va être des questions préoccupantes pour les gouvernements des pays occidentaux. Et donc, la question effectivement de la protection de l'environnement va être délaissé alors que des textes ou le texte introductif tout à l'heure avait déjà sonné l'alarme et on en voit aujourd'hui les conséquences, mais donc d'autres préoccupations économiques ont pris le dessus à cette époque-là. Alors pourtant la question est posée de la coordination des politiques internationales et des Meadows justement, et dès cette conférence mondiale des Nations Unies, on voit que toutes les nations n'ont pas pu être réunies autour de la table. Ça c'est généralement le problème. Mais juste pour revenir sur ce que vous disiez, c'est ce qui est Je me suis perdu là. Désolé. Vous êtes perdu autour de Muriel Cesbron. Non, mais si on reprend, effectivement, il a fallu vraiment attendre donc, le rapport de Brundtland en 1987. Et c'est vrai que tous les pays n'étaient pas au même niveau de croissance économique, n'étaient pas au même niveau de développement. Donc, les préoccupations environnementales ne sont pas, effectivement, à l'international, la chose la plus préoccupante. Et encore aujourd'hui, puisqu'il y a des pays, notamment plutôt les pays de l'hémisphère sud, qui disent les pays du Nord ont connu ce développement sans se préoccuper des dégradations naturelles. Nous, on veut connaître la croissance, on veut atteindre un niveau de développement. Pourquoi on s'en préoccuperait? Donc, alors, ils ne sont pas les seuls à le dire. Les États-Unis ont pu le dire aussi à leur manière. Le rapport Brundtland de 87, il définit un développement durable qui repose justement sur plusieurs dimensions. Muriel Cesbron. Alors oui, et plusieurs dimensions, et ce qui est intéressant, c'est justement à l'international, parce qu'il y a la dimension économique, donc de pouvoir effectivement continuer donc la croissance économique, donc pouvoir continuer à augmenter la quantité de biens et de services. Donc ça, c'est donc cette dimension est toujours présente, mais avec la dimension effectivement écologique, donc prendre en compte les aspects négatifs, les externalités négatives sur effectivement l'écologie, et
Ne pas oublier effectivement la dimension sociale, donc avec toutes les inégalités, que ce soit des inégalités à l'interne d'un pays, mais les inégalités donc au niveau mondial, que toutes ces populations, donc quel que soit le niveau de développement des pays, ont droit aussi à un avenir avec une planète qui permettra les générations futures. Donc là, voilà, au niveau mondial, les inégalités apparaissent et doivent être prises en compte dans la notion de développement durable. Donc, peut-être une aide aussi des pays développés à apporter donc à ce niveau-là, donc aux pays donc en voie de développement, qui doivent peut-être prendre en mesure qu'il y a des dégâts si on fait une croissance à tout prix. Alors là où ces idées, ces dimensions étaient jusque-là opposées par la théorie économique, on va lier ces questions-là et des nouveaux concepts vont être créés. C'est celui de soutenabilité notamment, Arnaud Gantier, qu'on va retrouver dans tout un tas de secteurs liés à l'écologie. Oui, la soutenabilité, c'est juste l'idée de pouvoir continuer à produire sans aller trop loin en fait dans l'utilisation des ressources. Donc ça c'est une idée qui se répand beaucoup parce que on ne veut pas forcément arrêter de produire parce que ça aurait beaucoup de conséquences. Et donc voilà, c'est de trouver les moyens de faire sans aller trop loin, encore une fois. Voilà. Muriel Cesbron, autour de la soutenabilité, de la durabilité d'ailleurs, qui sont les deux termes qu'on retrouve régulièrement, il y a cette idée de transmission, cette idée justement intergénérationnelle autour du capital naturel. Oui, il y a cette transmission qui rejoint aussi la dimension sociale, les inégalités. Pourquoi nous, on vivrait mieux que les générations suivantes? Donc il faut leur transmettre effectivement un patrimoine donc à peu près identique à celui qu'on connaît. Donc il y a vraiment aussi cette équité intergénérationnelle qui est très importante pour l'avenir, avec toutes les répercussions possibles sur notre Terre, la planète qu'on doit leur laisser. Alors je vous propose d'écouter un extrait du documentaire de Sandrine Fedel, qui était l'invitée aussi de Terre à Terre. C'était sur France Culture le 21 janvier 2015. D'après Pavan Sukhdev et d'après d'autres économistes aussi de sa lignée, l'important, c'est d'évaluer ces pertes économiques associées à la disparition de certaines espèces. Donc très concrètement, avec l'exemple des abeilles, ce chiffre-là a été évalué. Les économistes se sont dit à combien cela reviendrait-il de remplacer le travail que fournissent les abeilles par des mains des hommes? À combien cela reviendrait? Et ce chiffre-là a été évalué à 200 milliards de dollars, selon Pavan Sukhdev, donc c'est quand même 8% de la production agricole sur Terre. Il y a d'autres calculs de ce type qui ont été faits. Par exemple, la pluie de la forêt amazonienne. Parce que la forêt amazonienne et la pluie, donc qui se répand chaque jour aussi partout sur les différents pays qui la composent, nourrit une économie agricole. Et s'il n'y avait pas de pluie dans la forêt amazonienne, il n'y aurait pas d'économie agricole, donc il n'y aurait pas d'agriculteurs, donc il n'y aurait pas de production agricole. Et ce chiffre-là a été évalué aussi à 240 milliards de dollars. Partout dans le monde, l'évaluation de ces services a déjà commencé. L'idée de Pavan Sukhdev est de montrer aux États la richesse qu'ils ont. Et pour lui, malheureusement, entre guillemets, aujourd'hui, tout ce qui n'est pas compté de façon monétaire, avec l'argent, ne compte pas. Et donc, en donnant un prix, en mettant une valeur monétaire, on peut ainsi montrer l'importance de ce qui s'appelle le capital naturel. Alors là, on repart sur une autre définition. C'était la documentariste Sandrine Fedel qui était dans l'émission Terre à Terre le 21 janvier 2015. Et on voit que, justement, toute cette question des évaluations, elle est très importante puisqu'elle pose la question d'une responsabilité économique, Muriel Cesbron. C'est comme si, finalement, il allait falloir trouver l'acteur économique sur lequel reposent ces coûts. Alors jusque-là, c'est un coût qui n'est pas totalement attribué, mais qui en réalité revient à tout le monde, puisque lorsqu'il faut dépolluer, lorsqu'il faut réparer, il va falloir que ça se reporte sur l'État. Comment est-ce qu'on peut imaginer une autre forme de responsabilité économique ? C'est toute la difficulté, parce que l'évaluation monétaire du capital naturel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle n'est pas toujours évidente. C'est pas toujours évident d'évaluer notre capital naturel de façon monétaire. Donc effectivement, l'économie aimerait bien
donc pouvoir évaluer, mais c'est quand même beaucoup de partisans d'une autre forme de croissance qui prennent en compte, disent mais comment évaluer ce capital naturel? Donc la question elle se pose déjà là, c'est-à-dire prendre des décisions politiques sans pour autant pouvoir évaluer tout le capital naturel qui est à notre disposition. Donc ça voudrait dire revisiter le modèle économique dès le départ, c'est-à-dire que c'est peut-être renoncer à une certaine forme de croissance. C'est renoncer à une certaine forme de croissance, puisque tout à l'heure on parlait des partisans de la soutenabilité faible. Alors il y en a deux, voilà, les soutenabilités, peut-être ça voudrait voilà, la les soutenabilité définissiez. faible qui est plutôt donc de continuer à garder effectivement ce modèle de croissance, même si elle devient croissance verte avec les prises de conscience que l'environnement est quand même mis en cause. Mais d'autres estiment que la croissance telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle n'est pas possible, puisqu'on a un capital naturel qui, pour eux, on doit le léguer tel quel, donc aux générations futures. Donc ce capital naturel, qu'il soit évaluable ou pas évaluable, qu'il soit évalué ou pas de façon monétaire, on doit effectivement le garder intact pour les générations futures. Donc certains estiment que la croissance telle que nous la connaissons aujourd'hui n'est plus possible à l'heure actuelle. Et ce qui pose justement d'autant plus de problèmes pour tous les pays qui justement n'ont pas encore vraiment exploité leurs ressources naturelles et qui se retrouvent avec justement beaucoup de ressources naturelles mais très peu de ressources matérielles en fait. Ils ont des pays qui sont sous-développés et on est en train de leur dire un peu, arrêtez là, c'était bien. C'est justement ce que vous disiez avec tous les pays qui ne sont pas d'accord. Et quand on parle d'arrêter justement la croissance, là, il y a d'autant plus de conflits à ce niveau-là. C'est comment dire à un pays beaucoup moins développé d'arrêter. Alors la question de la transition écologique, puisque c'est comme ça aussi qu'elle est formulée, elle repose aussi sur un appareil institutionnel important, sur aussi des décisions politiques fortes. Alors quelle est la place justement de ces institutions dans cette transition éventuelle, Muriel Cesbron? C'est vrai que vu tout ce qu'on a dit auparavant, aujourd'hui, peu de gouvernements donc ne prennent pas en question la question environnementale qui se pose. Donc il y a des politiques environnementales qui ont commencé à se mettre en place pour essayer de tenir compte effectivement des externalités négatives et essayer donc de sensibiliser à ça. Donc l'État dispose d'instruments, donc on a deux grands types d'instruments, des instruments donc réglementaires qui reposent un peu sur la contrainte, l'objectif étant vraiment d'atteindre des seuils à ne pas dépasser au niveau pollution. Et, ça a été le fameux marché du carbone par exemple, le marché du carbone, etc. Et après des mesures plus incitatives, donc plus économiques, qui va être le signal prix, donc notamment avec les taxes. Donc, pour essayer d'internaliser effectivement le coût de cette pollution, puisque comme ça a un effet externe, donc avec le principe du pollueur-payeur, etc. Donc, l'État a à sa disposition certaines politiques possibles, donc qui se sont mises en place petit à petit. Alors ça, c'est les dispositions dont l'État, justement, que l'État a pour intervenir auprès, par exemple, des acteurs économiques, des entreprises. Mais que dire des États qui eux-mêmes sont peu scrupuleux en matière environnementale et écologique? On a vu certains reculs, notamment par rapport à des accords internationaux. Donc, sans vouloir viser certains pays en particulier, on voit qu'il y a une question de volonté politique aussi. Il y a une question de volonté politique et comme l'environnement, c'est un bien commun, toujours pareil, et le bien commun, on le sent au niveau d'un pays en tant que tel, mais au niveau international, qui va décider effectivement que l'air qu'on respire ne soit pas pollué, l'air circule. Donc la question, encore une fois, de tous ces pays, c'est de la gouvernance internationale. Qui va décider au niveau de l'international que tous ces traités internationaux doivent être respectés? Qui va les mettre en place? Qui va les contrôler? Donc là, on retrouve effectivement un problème de gouvernance mondiale, donc sur un problème énorme qu'est l'environnement. Je vous propose d'écouter l'économiste Éloi Laurent. C'était dans les carnets de l'économie sur France Culture le 14 novembre 2012.
Qu'est-ce que ce serait l'économie verte ? Ce serait une économie qui se soucierait à la fois de créer de l'emploi, de réduire les inégalités, mais aussi effectivement d'inscrire les mécanismes économiques dans la durabilité, dans la soutenabilité, et donc de se préoccuper effectivement de la soutenabilité des écosystèmes qui ne sont rien d'autre que le mécanisme de support de toutes nos sociétés et de toutes nos démocraties et de toutes nos industries. Si on n'a plus ça, si on n'a plus de l'air, de l'eau, etc., eh bien tout ça, l'activité économique deviendra tout simplement impossible. Donc l'idée, c'est qu'il faut bien sûr réconcilier les deux et qu'au fond, la crise... Alors, est-ce qu'il faut l'appeler une crise ? C'est probablement plus une crise. On est dans une transition structurelle aujourd'hui, parce qu'une crise, ça ne dure pas toute la vie. Après tout, ça fait 25 ans qu'on répète qu'on est en crise, donc ça doit être quelque chose d'autre. L'accélération de la transition que nous vivons, disons, au cours de 4-5 dernières années, appelle en effet des solutions qui sont un petit peu plus courageuses que quand tout va bien ou quand c'était la grande récréation de la finance mondiale au milieu des années 2000. Alors, Arnaud Gantier, on a pu voir cette question apparaître à travers certaines productions, comme celle de l'huile de palme, par exemple, et d'autres produits, à savoir peut-être que c'est dans le fait de définir des protocoles, des procédés dans le mode de production, mais aussi dans des modes de consommation après, que le modèle va pouvoir vraiment intégrer cette question écologique dans la question économique. À la question économique. Comment ? Oui, intégrer cette question écologique. Oui. Comment intégrer cette question écologique ? Forcément, c'est la grande question qui se pose. Donc, les États tentent différents... Enfin, il y a un panel d'outils en fait qu'ils ont à leur disposition. Donc, d'abord, comme vous le disiez, c'était la réglementation. Ça peut être des normes aussi, des normes d'émissions. Je pense aux voitures. Donc ça peut être des réglementations, ça peut être des normes, ça peut être de chercher à jouer sur le prix. Par exemple, dans le cas de la pluie acide dont on parlait, là c'était relativement simple, on va dire, parce que c'était juste une interdiction de se dire, bon, on interdit ce type de... donc c'était, je ne sais plus exactement ce qui était produit, mais c'était beaucoup les sprays les aérosols. Les aérosols qui produisaient ce type de gaz. On interdit ça. Il y a certains cas où c'est un peu plus difficile de savoir comment gérer cette pollution-là, cette externalité négative. Donc on peut penser par exemple, il y a des solutions sur les voitures par exemple, ça va être d'obliger en fait de recommander. Enfin, c'est plus que recommander, ouais, c'est vraiment d'obliger à utiliser des pots spéciaux, des pots catalytiques qu'on appelle, qui vont récupérer une certaine partie des gaz les plus nocifs. Et donc là, c'est plutôt que d'interdire les voitures, parce que bon, ce serait quand même compliqué à faire passer politiquement, on va dire, on va obliger les constructeurs à mettre ce type de pot pour au moins réduire la pollution qui est produite. Alors, Muriel Cesbron se pose le problème global de la coordination des politiques, la coordination à diverses échelles, d'ailleurs l'échelle mondialisée, internationale, puisqu'il peut y avoir aussi tout un tas de délocalisations possibles dans des pays où la législation est aussi plus clémente. Mais ça pose la question des échelles aussi locales, régionales. Oui, et évidemment, ça pose des problèmes parce que toutes ces réglementations et donc de nombreux projets qui avaient été signalés ont reculé, puisque ce qu'on appelle... Souvent, on parle du dumping fiscal, du dumping social, mais là, il y a aussi le dumping environnemental. C'est-à-dire que si des pays prennent effectivement des normes, des réglementations trop fortes, il y a un risque effectivement que soit les entreprises introduisent ça et ça leur coûte plus cher, donc elles sont moins compétitives, ou encore qu'elles délocalisent dans des pays où les contraintes sont moins fortes, des contraintes environnementales moins fortes, donc on est en plein dans du dumping environnemental qui est possible. Donc comment se poser la question donc déjà, ne serait-ce qu'en Europe, d'une gouvernance déjà européenne sur les questions environnementales et de mettre tout le monde d'accord. C'est l'heure des nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna Andrade. Bonjour Maëlys, bonjour à tous. Alors pour finir cette semaine, vous nous parlez du projet de réforme du baccalauréat professionnel présenté par le gouvernement. Absolument, chose promise, chose due. Donc ces mesures dévoilées il y a 3 jours par Jean-Michel Blanquer, ces pistes de réforme visent à redonner à la voie professionnelle une véritable attractivité tant chez les élèves que chez les employeurs. Il faut dire que cette filière reste aujourd'hui mal connue et mal aimée, selon les mots même du Conseil d'évaluation des politiques scolaires, qui rappelait dans un rapport remis en 2016 que 46% des bacheliers professionnels étaient au chômage 7 mois après l'obtention de leur diplôme. Un article du Monde ajoute que près de 97% des étudiants issus de la filière professionnelle
échouent en licence à l'université. Il est donc indispensable de réformer l'enseignement professionnel. Oui, et on peut reconnaître au ministre de l'Éducation nationale d'afficher au moins sur le papier de très fortes ambitions pour cette filière, un Harvard professionnel et des campus d'excellence regroupant lycées, offres de BTS et centres de formation d'apprentis en synergie avec les entreprises locales. Le ministre avait d'ailleurs prévenu, le lycée professionnel sera l'une de ses priorités. La réforme a également pour objectif de simplifier le labyrinthe d'orientation qui atteint les collégiens qui décident de se tourner vers l'enseignement professionnel, tout de même un tiers d'entre eux, et qui se retrouvent face à près de 100 spécialités. L'objectif serait donc de repousser le moment où les élèves devront se spécialiser en effectuant ce choix à la fin de l'année de seconde et non plus à la sortie du collège. Autre mesure, plus symbolique, les élèves s'exprimeront lors d'un oral à la fin de leurs études sur un chef-d'œuvre réalisé au cours de l'année. L'inspiration est ici celle du compagnonnage et de la mise en valeur d'un savoir-faire d'excellence. C'est un projet qui suscite toutefois quelques critiques. Oui, certains syndicats dénoncent le fait que ces mesures ne soient en réalité que des slogans. Les représentants du SNUEP-FSU déplorent ainsi que derrière les effets d'annonce, le gouvernement ne se donne pas véritablement les moyens de son ambition. Il relève ainsi que les campus d'excellence existent déjà. Il y en aurait même 78 lancés par Najat Vallaud-Belkacem lors de son passage rue de Grenelle. Il dénonce également le fait que derrière cette réforme se cache en réalité un objectif comptable, puisque dans cette grille horaire laisserait entrevoir la suppression de milliers de postes d'enseignants. On peut toutefois saluer la création de 2000 places en BTS, formation aujourd'hui trustée par les filières générales et conduisant les bacheliers professionnels vers l'université où ils échouent dans leur grande majorité. L'objectif, c'est donc de redonner sa place à la filière professionnelle. Oui, cette décision s'inscrit dans la logique de démocratisation du baccalauréat voulue par la réforme de 1985. L'objectif de Chevènement était alors d'offrir une alternative à l'académisme du baccalauréat en proposant une formation professionnalisante de qualité permettant d'élargir la sociologie des bacheliers. Mais au pays de l'élitisme républicain, la voie professionnelle pâtit toujours d'une image de formation au rabais où caser les mauvais élèves. Alors qu'en Allemagne, par exemple, les PME travaillent main dans la main avec l'institution pour former les jeunes vers des métiers très qualifiés. La revalorisation de cette filière passe donc à la fois par des objectifs financiers ambitieux, mais aussi par une transformation de la perception des métiers auxquels ils forment chez les élèves et leurs parents, mais aussi au sein même de l'institution scolaire. Praises to the Almighty. Yeah, we will not wear no frown, 'cause we're working for a crown. Yeah, we live in charity, helping those who are in need. Oh, we just can't take no bribe, 'cause the truth we can't deny. You're welcome to my garden of love. You're welcome to my garden of love. Here we are on the same boat, out of petrol but we're still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to master smile, you can't rewind. You're welcome to my garden. My garden of love. You're welcome to my garden of love.
Stone McAnuff et Fixie, Garden of Love. Merci Muriel Cesbron et Arnaud Gantier d'être venus finir cette semaine avec nous. Je renvoie aussi nos auditeurs à vos vidéos Arnaud Gantier disponibles sur Internet et vers les podcasts de Révision d'Entendez-vous l'écho sur notre site franceculture.fr, notamment une série intitulée Économie d'énergie et une émission consacrée également à l'économie autrement. Vous pourrez retrouver aussi cette émission exceptionnellement en vidéo sur YouTube. Demain, ce sera comme tous les vendredis métronomique présenté par Amaury Chardot. Demain, ce sera la Thaïlande 1970, les rizières pop. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un état de l'Europe après la crise. Petit clin d'œil et remerciements à l'équipe technique du studio 106 et aux lycéens qui étaient parmi nous aujourd'hui. To my garden of love.